Personne ne doit quitter l'enclos, dit le propriétaire en criant dans l'obscurité. Il partit précipitamment et revint accompagné de 3 policiers. Ils tombèrent sur nous, nous donnèrent des coups de fouet et nous fendirent le crâne à coups de matraque. La riposte fut immédiate. Nous les battîmes avec des bâtons et des cordes, nous déchirâmes leurs uniformes coloniaux et réussîmes à les envoyer promener. Ils revinrent avec des renforts. Papa les attira dans une rue latérale et les rossa énergiquement. On se jeta sur lui en force, il se débattit avec une telle rage qu'il fallut 6 policiers pour le maîtriser et l'entraîner jusqu'au poste de police. Pendant ce temps, les hommes venus en renfort jouaient violemment des pieds et des poings contre tous ceux qui bougeaient en proie à une ivresse destructrice. Quand ils en eurent fini, 15 hommes, 3 enfants, 4 femmes, 2 chèvres et un chien gisaient, blessés le long de notre enclos, transformés en champ de bataille. C'est ainsi que l'émeute commença. Dans l'obscurité profonde, la pluie se mit à tomber. Elle ne cessa de se déverser en trombes, tandis que les habitants du ghetto se déchaînaient. Elle ne dura pas longtemps, mais a transformé tous les chemins en boue. La pluie abreuvait notre fureur. Entonnant d'anciens chants de guerre et brandissant des pics et des machettes, des bandes se formaient dans la nuit. Les hommes tapaient du pied dans la boue. Arrivés dans la grande route, ils attaquèrent des cars et des autobus. Ils assaillirent des véhicules de police, ils dévalisèrent des magasins. Alors, chacun se mit à piller, à brûler et à renverser tout ce qui se trouvait sur son passage. Maman, qui me portait dans ses bras, fut entraînée par la foule frénétique. Se préparant au pire, elle s'arrêta le long de la grande route pour rajuster son pagne lorsqu'une foule de gens arriva sur nous en braillant et en martelant le sol. Ils passèrent au milieu de nous, en courant et me séparèrent de ma mère. J'errais alors dans le quartier ravagé par la violence et écoutant le rire des mauvais esprits. Dans le ciel montait la lune croissante. L'obscurité recouvrait les maisons. Des bouteilles fracassées et des éclats de bois jonchaient la route. J'allais pieds nus, des feux s'élevaient, des tas d'ordures, des hommes étaient arrachés de leurs voitures, une fumée épaisse s'échappait des maisons. Je marchais en titubant, en trébuchant, à la recherche de ma mère, mais je me retrouvais dans une rue noire. Une bougie solitaire brûlait sur un étal à côté d'une maison abandonnée. Un chant puissant fit trembler la route. Des ombres se déversaient, puaient la sueur et la rage. Des tambours vibraient dans l'air. Un chat poussa un miaulement déchirant, comme si on l'avait jeté sur un bûcher. C'est alors qu'une gigantesque statue de carnaval déboucha sur la route, la tête surmontée d'un panache de fumée. Je poussai un cri d'effroi et me cachai derrière un éventaire. La statue était terrifiante et farouche, et les clameurs lugubres des masques qui la portaient imposaient un silence où résonnait le souvenir de temps anciens. Je l'observais, frappé d'horreur. Tapie dans son ombre, je la regardais danser dans la rue, un immense arbre embrasé. Tel un immense arbre embrasé. L'obscurité s'emplit alors de masques. C'étaient des hommes robustes, au visage luisant. Ils tenaient des cordons chatoyants, attachés à l'énorme statue. Dans une danse sauvage, celle-ci les entraînait vers le cœur de l'émeute. Lorsque le masque s'éloignait, à grands pas, en fendant l'air, je rampais hors de ma cachette. Titubant au milieu des hallucinations, je tentais de regagner la grande route. Tout à coup, un groupe de femmes, dégageant une odeur d'herbe amère, surgit de l'obscurité. Elles fondirent sur moi et m'entraînèrent dans les ombres grouillantes de la nuit. Chapitre 3. Des femmes bondissaient le long des rues. L'une tenait un sac noir, une autre portait des lunettes, et une troisième était chaussée de bottines. Personne ne les touchait, et elles passaient inaperçues.
Elles couraient à travers la tourmente, telles des ombres ou des voyageurs venus d'une contrée étrangère. Je ne proférais pas un seul son. Ce n'est pas lorsque, ce n'est que lorsqu'elles s'arrêtèrent à un carrefour et déposèrent sur le sol des œufs blancs et brillants que je remarquai qu'elles étaient toutes vêtues de blouses blanches et qu'elles avaient le visage voilé. Leurs voiles étaient percés de trous, au travers desquels je pouvais à peine distinguer leurs yeux. Après avoir fait leur offrande, elles reprirent leur course bondissante à travers les rues, dépassèrent les foyers de l'émeute et pénétrèrent dans la forêt. Elles couraient à travers les ténèbres, à travers le silence et les brumes, vers une autre réalité où le géant de Carnaval chevauchait un cheval blanc aux dents déchiquetées et aux yeux de diamants étincelants. Un cri perçant déchira l'air. La statue de Carnaval et le cheval blanc s'évanouirent et je m'aperçus alors que la forêt grouillait d'êtres surnaturels. Telle une foule ou une place de marché, un grand nombre de ces êtres avaient des lueurs rouges dans les yeux, de minces volutes de fumée safran s'échappaient de leurs oreilles et de petites flammes vertes brûlaient sur le sol de leur tête. Grands ou petits, de taille fine ou épaisse, ils évoluaient avec lenteur. Ils étaient si nombreux qu'ils s'interpénétraient, et les femmes couraient à travers eux sans aucune crainte. Nous dépassâmes des groupes d'hommes qui ramenaient chez eux le fruit de leur pillage. Sur notre chemin, nous vîmes une femme assise au pied d'un arbre. Un côté de sa tête était ensanglanté. Les femmes l'emmenèrent. J'écoutais ses gémissements de douleur jusqu'à ce que nous nous arrêtions au bord d'une rivière où nous attendait une pirogue. Avant que j'aie pu faire le moindre geste, les femmes me poussèrent dans l'embarcation, se hissèrent à bord et nous conduisirent en pagayant jusqu'à une île toute proche.